connais plus ce pays. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Euh, Quand je suis parti, tout le monde parlait de politique au bistrot. Aujourd'hui, personne. Quand je suis parti, tout le monde avait un avis sur ce qu'il fallait faire en politique. Aujourd'hui, quand je discute dans la rue, les gens me disent qu'ils n'ont pas d'avis. Mais si je les retrouve chez eux, tout d'un coup, ils ont un avis. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le dire en public, mais ils acceptent de le dire en privé. Ça, je n'ai trouvé ça qu'en Union soviétique. Et comment vous l'expliquez qu'en 10 ans, en fait, il y a une espèce de crainte de s'exprimer en public, si je résume la situation? Oui. Les gens ont peur. Manifestement. Mais peur de quoi? Mais je ne sais pas, mais ils ont peur. Comme si on allait forcément les contredire. Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'un état où ils se sentent complètement désabusés et qui se disent, oh, de toute façon, de toute manière, quoi qu'on fasse, on sera récupéré, ça sert à rien. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour moi, ce pays était un pays éminemment politique. Aujourd'hui, c'est un pays de gens qui n'osent pas dire en face ce qu'ils pensent. Alors, peut-être là, apparemment depuis quelques jours, il y a un début de conscience qui arrive, mais pour moi, c'était un pays anesthésié quand je suis revenu. Et l'autre grande surprise, c'est que ce pays est devenu ignorant. Voilà. Les enfants à l'école n'apprennent rien. En tout cas, pas de connaissances. Ils apprennent à bien se tenir, ils apprennent ce qu'il est de bon ton de dire. Mais ils n'ont aucune connaissance. Mon petit-fils est en terminale et c'est à peine s'il sait lire. Je suis stupéfait. Mais c'est dû à quoi, selon vous, ça? Est-ce que c'est encore Hollywood qui a fait des ravages? Est-ce que c'est les portables qui, par le Non, fait... je ne sais pas. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Il y a énormément de D'interaction. facteurs Oui. qui interviennent dans tout ça. Mais ce pays s'est effondré. Intellectuellement, il s'est effondré. Est-ce que vous croyez, excusez-moi L'avenir Thierry... n'appartient qu'à des gens éduqués. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est pas valable aussi dans les autres pays? Ou vous le voyez vraiment qu'en France? Non, c'est valable En à Occident? des degrés différents dans tous les pays occidentaux. Mais la France, c'est vraiment une catastrophe. Ah, je pense que l'éducation nationale, il y a vraiment quelque chose à faire, ça c'est sûr. Hein. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est très compliqué. Pour moi, c'est le premier problème, parce que l'avenir est ce qui se prépare, c'est une série d'échéances. Vous êtes... Il y a un petit message d'espoir quand même dans tout ça, parce que avant de vous recevoir, on a reçu une pédiatre, en fait, Oui, hein, je vous en parlais, et elle disait qu'en fait, on commençait à confronter un petit peu le comportement des jeunes enfants qui sont hyper connectés, qui passent plus de 3, 4, 5, 10, 15 heures par jour sur des tablettes Alors, ou des téléphones, oui. et qu'on confrontait ça avec des attitudes d'enfants, sans que ça soit des autistes, mais ils avaient des comportements qui commençaient à Oui. ressembler à des attitudes autistes. Mais cette pédiatre traite des enfants qui ne sont qu'une minorité. Elle montre ce que un certain usage de ces techniques peut faire. Mais moi je parle du fait que non pas une minorité, mais la presque totalité, les gens cultivés qui sortent de l'école sont des exceptions aujourd'hui. Des exceptions rares. Et je ne parle pas de zones prioritaires ou de choses comme ça. Les jeunes gens qui sortent de Polytechnique, la plupart n'ont pas lu un livre de leur vie.
Alors ils savent faire des calculs, tout ça, mais ils n'ont aucune culture générale. Et donc, si vous n'avez pas de culture générale, on peut vous manipuler comme on veut. Comme on veut, c'est très très facile. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison sans culture générale quelque part, quoi. En gros, on sort sur une espèce d'idéologie sans Oui, vraiment... oui. Et c'est terrible ça, hein. Ça c'est un... Ça, Ça pour c'est moi, c'est... assez flippant. Oui, vraiment. Mais vraiment, hein. Moi c'est... Puis j'arrive pas à trouver, si vous en réfléchissant un peu avec mon modeste niveau, j'arrive pas à trouver en fait vraiment comment les choses peuvent s'inverser, je sais pas. Ah, Je suis très pessimiste en fait par oui. rapport à ça. Bon. Là, nous rentrons dans une période où, pour les 4 années à venir, le pays va être en trouble perpétuel. Il n'y a plus de pouvoir politique, il n'y a plus aucune possibilité de prendre des décisions importantes, puisqu'il n'y aura jamais de majorité euh, au Parlement. Et euh, on va assister au- à l'effondrement des conditions économiques en même temps. Donc à un moment, ça va se renverser. Si c'est à l'occasion d'élections, si à la prochaine élection présidentielle, on, on trouve quelqu'un de compétent, Là c'est il parfait. faudrait un homme ou une femme issu de la Providence, on va dire, quelque part, quoi. C'est presque, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Non, mais les- c'est pas ça. Moi, je me dis, on a été élu successivement Nicolas Sarkozy, qui a été, à mon sens, un très mauvais président, même si à la fin de son mandat, il a essayé de, de corriger les erreurs du début. Bon, et d'ailleurs, on voit bien maintenant, il paraît plutôt sympa cet homme-là. Mais non, il vieillit bien. Voilà. Après lui, on a mis euh, euh, François Hollande, qui a transformé l'Élysée en un vaudeville. Donc voilà, quelqu'un absolument inconsistant, ne connaissant rien à rien, et qui était juste préoccupé à prendre un Solex pour aller voir sa maîtresse. Voilà, bon, ça, ridicule. Et maintenant, nous avons Emmanuel Macron, qui est un acteur de théâtre totalement insensible aux, aux émotions des autres, en général, c'est pas nouveau. Il n'a aucune sensibilité, Il n'a pas d'empathie, selon vous? aucune empathie, absolument aucune, et qui euh, prend sa jouissance en choquant les gens. Voilà. Donc, c'est de mal en pis. Donc, peut-être que dans 4 ans, on élira la bonne personne, mais si nous ne changeons pas nous-mêmes, on va élire pire la prochaine fois. Est-ce que la démocratie est pas malade, en définitive? Emmanuel Macron a été élu avec entre 25 et 30% des Oui. inscrits. Bon, Est-ce que Thierry, c'est encore ça, la démocratie? mais il ne peut pas y avoir de démocratie aujourd'hui. C'est pas possible. Parce que une des conditions de la démocratie, c'est que les électeurs soient à égalité. Aujourd'hui, il y a des différences de niveau de vie entre le bas et le haut de l'échelle que l'humanité n'a jamais connu à aucune période de son histoire. Jamais on a vu ça. Absolument jamais. Donc, la manière dont fonctionnait la démocratie, ça ne peut plus marcher. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre à la place. Est-ce que vous pensez, par exemple, que si le vote était Oui. obligatoire, que tout le monde doit voter, et que sous peine, en fait, de non-vote, Non, ça ne il y ait, répond pas. Ça ne répond il pas. y ait un abattage fiscal? C'est-à-dire que si on Non. vote, on en paye moins d'impôts, en gros. Alors qu'aujourd'hui, on vote pas, mais on paye plus d'impôts. Vous voyez ce que je Oui, veux dire? mais on pourrait voter, mais ça ne servirait pas plus. D'ailleurs, voter plus pour des idées que pour des hommes aussi, quelque part.
Oui, mais il faut changer la manière dont nous désignons la représentation nationale. Non, vous imaginerez quoi, par exemple? Je ne, Vous savez pas. je ne sais pas, mais vous savez, En tous les cas, il faut changer les choses, ça c'est sûr. j'étais dans beaucoup de pays, on dit, euh, quand ils ont des régimes différents des nôtres, on dit que ce sont des dictatures. Ça n'est absolument pas vrai. Il y a énormément d'autres systèmes que celui que nous avons vécu dans les années précédentes, puisqu'aujourd'hui on vit rien, on survit. Euh, il y a énormément d'autres systèmes, et pour moi, ce qui compte, c'est pas le, euh, c'est pas la démocratie au sens que nous utilisons Au sens habituellement. électoral, en fait. Oui, c'est pas au sens électoral. Pour moi, ce qui compte, d'abord, la priorité doit être mise à la République, au sens réel du terme. C'est-à-dire au fait que les décisions doivent être prises dans l'intérêt de la nation. Alors, euh, ici, il y a beaucoup de gens qui disent oui, dans l'intérêt de la nation, mais ça ne sera peut-être pas mon intérêt à moi personnel. Oui, mais ça ne sera peut-être pas ça, mais si ça le sera, parce que si euh, la nation n'est pas là, personne ne vous défendra. Donc ici, on ne s'en rend pas compte parce que pour le moment, tout est calme. Mais dans les années à venir, on va voir des émeutes ici et là, et vous allez commencer à vous dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il y ait une police efficace plutôt que de risquer de se faire tuer peut-être par des gens qui ont la même idée que les vôtres, mais voilà, vous serez devant eux au mauvais moment et ils vont vous tuer. Donc, vous savez qu'on a besoin d'un État. La pire des choses, c'est quand il n'y a pas d'État. Ce qu'on voit aujourd'hui en Afghanistan ou en Irak, il n'y a pas d'État. C'est un cauchemar absolu pour tout le monde. Donc, euh, c'est- c'est- euh, Hobbes, le philosophe anglais, a vécu la guerre civile en Angleterre et ils ont fait une révolution, ils ont décapité leur roi eux aussi, hein. Et euh, il disait que l'État c'est un monstre, mais que on ne peut pas passer de ce monstre. Donc l'art de la politique, c'est de dompter ce monstre. Ça n'est pas de le détruire, c'est de le dompter. Il va falloir refaire tout ça dans ce pays. Puisqu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, plus de la justice, et vous avez attendre 2 ans pour qu'on prenne votre dossier. Enfin, il n'y a plus rien ici. Est-ce qu'une politique sociale... Est-ce que ce constat-là, aujourd'hui, en fait, euh, il n'est pas dû aux échecs successifs des politiques sociales? Le troisième budget de l'État, c'est le remboursement de la dette. Non, mais, Et il y a un moment, ça fonctionne plus, je veux dire. Vous voyez, bien sûr, mais bien sûr, bon, d'abord, quand même, ouvrons les yeux. On a élu un banquier d'affaires président de la République et il a accumulé des dettes qu'il faudra plusieurs siècles pour rembourser. Donc, ouvrons les yeux quand même. enfin, je vois pas vraiment de solution. Personnellement, s'il fallait faire des efforts, Oui. on sortirait vraiment de nos zones de confort qu'on ne veut pas céder, parce qu'il faut vraiment faire des efforts, notamment sur le plan de la consommation en elle-même. Est-ce que on trouve ça normal aujourd'hui, quand on a un besoin pour satisfaire nos zones de confort, ça peut être Mhm. l'achat d'un jean, d'appuyer sur un bouton et on est livré 24 heures après par Amazon. Est-ce que c'est normal aujourd'hui
de manger des ananas en France. Le prix d'une salade, même si elle est faite dans la région aujourd'hui, Thierry, on a besoin, pour satisfaire nos besoins fondamentaux, chaque occidental a besoin de 600 personnes qui pédalent en fait pour fournir de l'électricité, pour fournir du matériel, etc. On est victime et coupable parce qu'on y est dedans. Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui, quelqu'un qui vit en Occident, il vit comme un pacha au Moyen-Âge, quoi. Oui, oui. Et ça, il va falloir que ça change parce que c'est plus possible, je pense. Il arrive un moment, ça. Vous voyez. Alors, bon, là, je viens de passer 10 ans en Syrie. Un pays en guerre, où les 2 tiers des villes ont été détruites. Mais on dit que c'est une révolution intérieure, mais enfin, quand vous avez les 2 tiers des villes détruites, c'est pas une révolution intérieure, quand même. Donc, et là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale comme ici. Il n'y a rien. De toute manière, tout étant détruit. Donc, quand je suis arrivé ici, j'étais surpris de voir l'importance des allocations qui sont données pour tout, pour rien, et encore et encore. Il paraît normal à chacun d'avoir des allocations logement, d'avoir des allocations chômage, d'avoir des allocations ceci, des allocations cela. Je ne pense pas qu'on puisse faire fonctionner un État de cette manière. Alors, je ne dis pas qu'il faut couper tout ça, mais progressivement, il faut revenir à la raison. Il faut que les gens soient payés pour leur travail, ils ne le sont pas manifestement aujourd'hui, et qu'ils vivent de leur travail, pas des allocations. Mais bon, ça c'est... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi davantage peut-être responsabiliser les gens? Et moi, je crois que c'est très facile de retrouver le sens des responsabilités. Dans un premier temps, celui qui vit des allocations est effrayé à l'idée qu'on va les lui couper. Mais si vous lui trouvez un travail et qu'il est payé pour ce travail, pas des queues de cerises, mais qu'il est vraiment payé pour ce travail, il se mettra à travailler. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, on peut réenclencher la machine, c'est tout à fait possible. Entre guillemets, la doctrine de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle est respectée? Et si vous deviez changer quelques mots ou les changer tous, qu'est-ce que vous mettriez à la place? Voilà, moi, je trouve que cette devise est absolument magnifique, mais elle ne correspond plus à rien de liberté. Il n'y en a plus, parce que je dis, les gens ne parlent plus de politique en public, donc ils n'ont plus de liberté. D'égalité, il n'y a plus. J'ai expliqué à l'instant qu'il y a des niveaux de vie tellement différents que les gens n'ont plus grand-chose en commun. Et la fraternité, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que la fraternité, c'est donner, c'est la charité. C'est les allocations. Pas du tout. La fraternité, c'est la fraternité d'armes. Ce sont les soldats de Valmy qui allaient défendre la République et qui étaient frères d'armes. C'est ça, être frère d'armes, la fraternité. Aujourd'hui, il n'y a plus de frères d'armes. Mais certainement, comme on va passer par des temps troubles, les gens vont retrouver cette fraternité. C'est peut-être ça qui va nous faire rebondir et accéder à quelque chose de meilleur. On ne pourra rebondir que si on retrouve les capacités en nous. Donc, ça n'est pas une question d'une mesure à prendre ici ou là. Parce que pour le moment, tout est échoué. Ce qu'il faut, c'est rétablir des... C'est notre niveau de conscience qui ne va pas. Voilà. Donc, dans cette quête, tous les groupes, tous les partis politiques, toutes les idéologies peuvent apporter quelque chose. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les nuances qu'il y a au milieu. Tout le monde a quelque chose à apporter. Mais
il faut l'apporter dans nos exigences personnelles. C'est la première chose qu'il faut faire. Après, le reste suivra et ce ne sera pas si difficile qu'on le croit. Est-ce que vous pensez que il y a quand même des actes forts à mettre en place, des décisions entre guillemets un peu dures, un peu radicales, où ça va se faire petit à petit Non, non. Pour moi, le bon exemple, c'est celui de Charles de Gaulle au moment du putsch d'Alger. Il découvre que les généraux sont financés par les États-Unis, que donc les États-Unis veulent le renverser parce que les États-Unis l'avaient aidé à prendre le pouvoir en 58, mais voilà, et lui il veut l'indépendance de l'Algérie, les États-Unis veulent pas que l'Algérie devienne pro-soviétique, voilà, et donc ils veulent le renverser. Et là, pendant 4 ans, il ne fait rien publiquement. Il réorganise la police, il réorganise l'armée. Mais il a tout réorganisé dans la police et dans l'armée. Et en 65, il écrit une lettre au président des États-Unis et dit nous gardons la possibilité de nous retirer de l'Alliance du commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Et puis il apparaît à la télévision et il dit c'est fini. Donc il a donné moins d'un mois, je ne sais plus combien de temps, pour qu'on ferme toutes les bases militaires des États-Unis. Il y a des bases des États-Unis partout en France. Ici à Paris, le commandement de l'OTAN, c'était là où il y a l'université Dauphine aujourd'hui. Donc tous ces gens-là ont été mis à la porte brutalement. Donc on est capable de prendre des décisions un peu... Oui, mais elles se préparent. Elles se préparent, voilà, c'est la bonne formule. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Dans ces 4 ans, qui peut-être un peu plus, je pense que ça va peut-être durer 4-5 ans, facile, 5-6 peut-être, vous voyez, sans faire preuve de clairvoyance, mais vous voyez vraiment des moments difficiles qui s'annoncent pour, on va dire, l'Occident, le monde? Il y a plusieurs hypothèses. Bon, d'abord là, la France va traverser sûrement des moments très difficiles parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Là. Et l'addition qu'on a accumulée à la caisse est considérable. Donc il va falloir payer tout ça. Mais peut-être que ça va tomber en même temps que l'effondrement des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est pas un empire éternel. Bon. Peut-être ça va s'effondrer au même moment. Donc à ce moment-là, ça sera moins douloureux. Mais peut-être aussi les États-Unis vont déclencher une confrontation générale. Là, pour le moment, on a envoyé d'abord des fusils en Ukraine, et puis après on a envoyé des missiles, et puis après on a envoyé des chars. Là, on envoie des avions, et qu'est-ce qu'on va envoyer après ? Bon, si on fait usage de la bombe atomique, ça va être ça sera vite réglé. Hein. Ça va être un affrontement général, et on sera à une partie de cet affrontement. Donc, voilà, si ça a lieu, je n'ai aucune hypothèse sur ce qui suivra. Et d'une manière générale, j'ai confiance dans la capacité des gens à rester raisonnables. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vont s'exciter et tout ça, mais le peuple français, c'est un peuple très raisonnable. Vous croyez vraiment ? Il n'est pas devenu peut-être un peu trop, non, quelque part ? Parce que c'est quand même... Non, en ce moment, il est anesthésié. C'est pas la même chose. Mais je pense que s'il retrouve ses esprits, s'il regarde la réalité, pour le moment, il ne voit pas. Pour le moment, il vient de considérer que Macron n'est pas l'homme qu'il prétend être. D'accord ? Mais ils n'ont pas encore compris qui c'est. Donc, bon. Mais je pense que quand ils vont ouvrir les yeux, ce sont des gens raisonnables. Est-ce que vous pensez que les moyens d'information
qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure, les groupes de pression, etc. Et leur multiplicité, puisqu'il y en a presque un par individu d'ailleurs, hein, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les chaînes YouTube, que ce soit la télé, que ce soit les radios, la presse écrite un peu moins, mais surtout tout ce qu'on peut trouver au travers de l'Internet. Est-ce que cela n'engendre pas énormément de confusion dans la manière en fait d'avoir plusieurs informations et d'arriver à faire une synthèse générale, et que ça c'est pas quelque chose aussi de voulu qui justement contribue à anesthésier un petit peu aussi les gens? Alors, le fait que tout le monde dit la même chose, il n'y a plus aucune pluralité. Il y a beaucoup de sources d'informations, mais il n'y a aucune pluralité. Donc ça, c'est d'abord l'effet d'une concentration économique. Il y a déjà 20 ans qu'on proteste en disant que les journaux appartiennent à des grands groupes de presse, mais ces grands groupes de presse fusionnent les uns avec les autres et finalement, Il reste moins, mais il y en a il en toujours. reste très peu. Hmm. Bon. Mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il existe une coordination de tout ça. Parce que les patrons de presse ne cherchent pas à vendre une idéologie particulière. Leur intérêt dans un système capitaliste, c'est de gagner de l'argent, de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est tout. Bon. Alors si des experts leur disent qu'ils veulent plutôt de ceci ou plutôt de cela, on leur donne. Puis ici, on rajoute une sauce de gauche et là, une sauce de droite. Mais c'est les mêmes informations absolument. Mais voilà, il existe une coordination de ça. Aux États-Unis, on a appris que le président Biden avait fait venir une des membres du cabinet du président ukrainien, Zelensky, pour créer un organisme de censure. Bon. Quand cet organisme a commencé à travailler, quand ça a été connu, c'était un tel tollé qu'on a obligé cette dame de démissionner. Et elle a quitté les États-Unis. Elle s'est installée à Londres, où elle continue exactement le même travail, subventionné par le gouvernement des États-Unis, mais à travers une association installée à Londres. Bon, cette dame est venue inaugurer à Bruxelles la création d'un organisme de censure au sein de l'Union européenne. On nous explique que ça n'existe pas, mais elle est venue. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'on nous explique ce qu'elle faisait là. Que faisaient avec elle des hauts fonctionnaires de l'Union européenne? Donc, il y a aujourd'hui une coordination de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Peut-être aux États-Unis, il y a maintenant au Congrès une commission d'enquête sur ce qu'ils ont appelé la militarisation du gouvernement, mais en fait sur l'organisation de cette propagande. Puisqu'il y a des exemples quand même très frappants aux États-Unis, de choses qui ont été censurées. Pendant la campagne électorale présidentielle, ils ont censuré tout ce qui concernait les scandales de la famille Biden. Bon, c'est quand même un truc incroyable qu'ils se sont réussi à faire. Donc ils ont interdit tout sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les télévisions. Et personne ne l'a vu au moment où ça avait lieu. Bon, maintenant on le sait, on a des documents et tout ça. Oui, mais là il est élu. Oui, là il est élu, mais la Chambre des représentants est contre lui et la Chambre des représentants fait une commission d'enquête à ce sujet. Donc peut-être on va avoir incidemment des explications sur ce qui se passe dans l'Union européenne, puisque c'est les mêmes personnes qui font tout ça. Peut-être ce système va s'arrêter, va être déchiré, on ne sait pas. Souvent, les personnes vous ont traité de négationnistes, mais aussi de complotistes, Oui. du grand complot international, Oui. etc. Mais quand on fait le parallèle entre le 11 septembre et l'assassinat de Kennedy, on se rend compte aujourd'hui que maintenant plus personne ne nie qu'il y a un complot. Oui, alors le terme de complotiste, aux États-Unis, ça renvoie à l'assassinat de Kennedy, parce que la thèse officielle, c'est qu'il n'y a qu'un seul tireur, et les gens qui disaient non, il n'y a pas un homme isolé, il y avait un groupe derrière, ceux-là voyaient un complot, donc ils étaient qualifiés de complotistes.
Et donc moi, les premières fois qu'on m'a attribué ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est après que j'ai appris. Alors, euh, aujourd'hui, il y a un tel usage de ce mot de complotiste que voilà, il y en a pour tout le monde. Hein. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec la thèse unique, la thèse unique, dès que vous vous en écartez, vous êtes complotiste. Et pourtant, moi, ce qui me marque, c'est que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui sont vraiment intelligents, Oui. qui sont cultivés. Il n'y a rien à faire. Oui, ça, c'est un phénomène qu'on trouve dans tous les moments charnières de l'histoire. Bon, là, aujourd'hui, on est dans ces moments de charnière. La société d'avant est terminée. Les modes de production ont changé. Maintenant, on est à l'ère de l'informatique. Ça marche plus du tout de la même manière. Il y a 20 ans, ça n'avait aucun rapport. Bon, maintenant, les échanges sont mondialisés. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Bon, donc, c'est un changement et il faut repenser le monde. C'est un changement comparable à ce qu'était la Révolution française. Entre l'Ancien Régime et ce qui a succédé, il n'y a aucun rapport. Bon. Mais tout le monde pouvait voir que ça ne fonctionnait plus. Et pourtant, il y a des gens qui, au début de la Révolution française, ne comprenaient pas ce qui se passait. Et des gens très intelligents. Non, non, c'est des petites émeutes, ça ne va pas durer tout ça. Voilà. Donc, qu'aujourd'hui, des gens intelligents n'ouvrent pas les yeux sur ce qui se passe, ça n'est pas étonnant. Ça ne me surprend pas. Non. Par rapport à ce qu'on a évoqué sur vos 10 ans d'exil, on va dire, en Syrie, aujourd'hui, je dis ça pour nous, ça va vous faire sourire, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est risqué d'interviewer Thierry Messant? Je crois pas. Je vous dirai ça après, quand on aura diffusé. Voilà, on me dira ça après. Bon, malheureusement, crois pas, Chirac mais- n'existe plus, et je suis pas Oui, sûr oui. que... Qu'il y ait des gens qui soient capables de faire respecter la liberté comme il l'a fait respecter. Hmm. Oui. Et surtout, après, quand on a vu ce qui s'est passé, moi j'avais trouvé ça... il y avait un côté romanesque dans le discours de Dominique de Villepinte Oui. à l'ONU. C'était un Alors, moment magique. Alors dites-nous Il un faut peu. savoir Ouais. que le président Chirac, quand il a lu mon livre, il était interloqué. Donc, il a demandé à ses services secrets, est-ce que c'est vrai tout ça, quoi, dites-moi. Parce qu'ils savent pas quand même ça, ils sont à ce Ben point. non, ils étaient surpris et pareil. Ouais. Donc, ils ont envoyé un questionnaire un peu partout aux ambassades de France, particulièrement aux ambassades de France des pays dont je parlais dans ce livre. Et à la suite du retour, ils ont fait un rapport au président Chirac où ils lui ont dit, écoutez, tout ce que raconte ce garçon, c'est vrai, mais on ne peut pas vous dire si son hypothèse est exacte ou pas, mais tous ces constats sont exacts. Tout simple, le diamètre du trou est plus petit que celui de l'avion. Je veux dire, Oui, c'est oui, vraiment- oui. Oui, mais bon, moi, j'ai donné d'autres Oui, explications oui, mais ça c'est supplémentaires celui-là. après, mais Oui, bien sûr. oui, oui, mais bien sûr, voilà, bon, voilà, il y a des évidences comme ça. Les choses, c'est purement mathématique. Oui, oui, oui. Non, c'est un enfant, c'est que il y a des jeux pour les enfants. On fait rentrer une boule Hmm. dans un trou rond, un triangle dans un trou à 3 étoiles, etc. Ben voilà. Donc n'importe qui peut comprendre ça dès qu'il a 3 ou 4 ans. Mais euh, le, le président Chirac, après, a demandé à Dominique de Villepin de s'opposer à la guerre en Irak. Il faut bien comprendre que Jacques Chirac, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les États-Unis. Et quand il a compris que tout ça, c'était une mise en scène, pour lui, c'était très difficile. Donc il s'est opposé à la guerre d'Irak, mais les États-Unis lui ont fait payer ça extrêmement cher. Et il a voulu... Comment ils ont procédé pour lui faire payer le prix
Alors, écoutez, moi, ce que je peux vous expliquer, c'est ce que le président Chirac a fait pour se sortir de là. Mais c'est pas simplement à Chirac qu'ils s'en sont pris, hein. Ils ont vraiment menacé la France, hein. Hmm. Je veux dire, je dis ça, c'est pas pour, ça n'a pas de rapport avec l'histoire de Mitterrand avec la première guerre du Golfe où on avait téléphoné à Mitterrand en lui rappelant ce qu'il avait fait pendant la guerre, tout ça. Non, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, là, Chirac, c'est le pays qui a été menacé. Et donc, il a été soutenir les États-Unis dans des aventures vraiment pas honorables. La première à Haïti, mais il y en a eu d'autres après. Oui, si tu continues comme ça, maintenant tu nous suis, sinon ça dégénère vraiment, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Ouais. Pour ça, il faut être très... Bien sûr qu'il faut sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, mais ça ne doit surtout pas être fait brutalement. C'est quelque chose qui doit être préparé. Hmm. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais Mais c'est pas comme ça en tapant du poing sur non, c'est pas en montant qu'on est plus fort du jour au lendemain, en oui, gonflant oui. les muscles. Bien sûr. Tiens, j'ai une question qui va peut-être vous surprendre, mais bon, là, depuis vous êtes rentré en France, bon, les réseaux sociaux ont explosé, il y a eu le truc. Sans doute le cas, peut-être moins en Syrie, j'imagine, hein. C'est pareil. C'est pareil, vraiment. Euh, Depuis quelques mois, il y a une nouvelle application qui pointe le bout de son nez, qui s'appelle ChatGPT. Vous en avez entendu parler? Oui, mais je n'ai pas utilisé. Vous n'êtes pas allé voir un petit peu ce que c'est? Non, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, oui, oui. En gros, si vous voulez, ça fait Non, mais j'ai compris le une principe. synthèse de tout ce qui se fait sur Internet, mais une synthèse assez précise d'ailleurs. Oui. Et pour l'instant, c'est que nous qui lui demandons des informations, mais c'est pas encore elle qui nous en demande. Si. Non, pour le moment, Elle c'est obéit. elle qui vous... Elle fait la synthèse de la Voilà. propagande. Mais c'est pas encore elle qui va vous dire, tiens, aujourd'hui, Thierry, je me sens pas bien, est-ce que Non, tu... mais posez-lui une question sur la tour numéro 7 du World Trade Center, vous verrez sa réponse. Ah, vous l'avez fait? Non, pas encore. Non, mais j'ai un ami qui a fait ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? La réponse? Eh ben, elle tourne autour du pot et il n'y a que les complotistes qui, voilà. etc. Voilà. Ouais. Oui. Mais il n'y a pas de réponse à la question posée. Non, il n'y a pas de réponse à la question, même si on précise, hein. Bien sûr. Ça vous fait pas un peu peur que les dérives qu'il peut y avoir? Parce que là, ça va vraiment, je veux dire, Facebook, Instagram ou TikTok, à côté, c'est rien, hein. Du jour au lendemain, ils vont le débrider, parce que pour l'instant, je pense qu'il est un peu bridé. Mais quand il va vraiment, et c'est déjà le cas, je pense que ça marche déjà, en fait, très très bien dans dans certaines entités qui ont développé le projet, et de lui donner un petit peu pas l'apparence, mais la forme de réactivité que peut avoir un être humain et qui va coller parfaitement en fait au désir que l'on exprime d'avoir notre meilleur ami ou notre meilleur pote en face de nous. Ça vous fait pas un peu flipper, ça? Moi, je pense que quand j'étais enfant, ma petite sœur, elle avait une poupée qui parlait. Donc elle a trouvé ça très drôle quelque temps, puis après elle a laissé tomber. Vous croyez que les gens vont pas tomber dans l'addiction par rapport à ça? Il y en a qui tomberont dans l'addiction, mais quand même, j'espère que ça ne sera pas la majorité. Parce que les générations futures sont quand même bien... Enfin, actuelles, les jeunes, en fait, surtout, sont très, très addicts de ce genre de choses, quoi. Oui, mais ça ne peut durer qu'un moment. J'espère, je souhaite. Vous avez, dans le message d'espoir, en fait, vous pensez que bon, ça va durer 4-5 ans, mais que finalement, in Ah ben fine... non, je ne sais pas ce qui va sortir après. Je Ouais. dis que ça va se dégrader pendant 4 ans jusqu'à l'élection présidentielle. Et si on ne trouve pas la bonne personne pour l'élection présidentielle, ça va continuer. Mais pour ça, il faut les lire sur d'autres critères que ceux qu'on a choisis jusqu'à présent. Et pour aller dans cette direction, il faut d'abord s'unir. C'est-à-dire que les exclusives, je vote pas ta motion de censure parce que t'es pas de mon parti, c'est complètement infantile. Hein? Soit tout le monde s'unit, soit tout le monde est détruit. Mais si on est capable de faire ça, oui, il y aura certainement, on pourra se relever. Très bien. Et je pense qu'il y a encore en France des gens, alors bientôt ils seront de plus en plus âgés, mais
Il y a des gens qui connaissent ce qu'il faut faire, qui connaissent le monde. Voilà. Alors, quant aux jeunes qui connaissent rien, il est jamais trop tard pour apprendre. Jamais trop tard. Comment leur donner ce goût-là? C'est ça qui est difficile. Tout C'est ça, pas facile, hein? mais oui, mais il faut commencer. Eh oui, Il faut oui, commencer, oui, c'est tout. Il pas faut se laisser commencer. abattre, ça c'est sûr. Oui. Il faut commencer. Mais il y a du boulot, hein. Non, mais ça fait des années que les gens baissent les bras. Simplement, il faut arrêter de baisser les bras et commencer. C'est tout. Oui, tout à fait. Ouais. Vous savez, j'ai vécu dans des pays dont certains sont des ruines. Et j'ai trouvé des gens qui étaient capables de vraiment de reconstruire les choses. Je pense que c'est pas la peine d'aller jusqu'à la destruction complète pour reconstruire. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. Par rapport à cette hégémonie américaine, je me suis souvent demandé si, au-delà en fait de ce que vous avez défini comme je veux montrer que je suis le plus fort, il n'y avait pas quelque chose de plus mystique en fait derrière tout ça, quelque chose de plus spirituel. Il y a quelques années, j'ai participé à une réunion de journalistes russes auxquels participaient plusieurs des directeurs du FSB. Le FSB, on dit le directeur du FSB, mais en fait c'est une direction collégiale. Il y a une quarantaine de directeurs. Et le FSB, pardon, c'est quoi exactement? les services secrets... L'ex-KGB? L'ex-KGB, D'accord. voilà. Mais sauf que c'est le... quand on dit KGB, on pense à un organe de répression. Là-bas, c'est la fine fleur intellectuelle de l'haute fonction publique, hein, le FSB. Donc, ces gens-là, il y avait parmi eux un intellectuel très célèbre qui est devenu après recteur d'une université. Et il avait écrit un livre sur moi. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. Par rapport à la question dérive mystique ou Oui. spirituelle. Et alors, il était le directeur au FSB. Son sujet de travail, c'était les sectes dans le monde. Parce que vous savez, les Britanniques ont la spécialité d'utiliser les sectes pour leurs services secrets, donc bon, tout ça. Mais il voulait savoir aussi voilà, les sociétés secrètes, tous ces trucs-là, quelle influence ça a en politique. Et il m'avait dit que les Straussiens avaient une organisation, que c'était pas simplement Un courant philosophique. voilà, un groupe de gens qui se connaissaient et qui avaient la même idée. Bon, il m'avait donné quelques détails sur cette organisation. Donc, je n'ai pas pu les vérifier, donc je ne vais pas vous en parler, je n'ai rien pu vérifier de ce qu'il m'a dit, mais il y avait dans ce qu'il décrivait, il y avait effectivement une dimension Spirituelle. je ne sais pas si on peut appeler ça Oui. spirituelle. Qui se prétendait l'être en tous les cas, ouais. Voilà, oui. Ouais, d'accord. Et sur d'autres théories qui sont considérées comme étant des théories de complot ou de paranoïaque, de toutes les dérives qu'on peut voir, est-ce que vous avez, par exemple, sur les formes de vie extraterrestres, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé ou pas du Jamais. tout? Non, c'est pas quelque chose qui vous... Parce qu'il y a plein d'autres théories, en fait, hein, quand on... Oui, mais vous savez, moi je suis très terre à terre. Hein. Ben, vous, sur le plan personnel, Oui. est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'être confronté à un phénomène étrange, par exemple? Ah non, ça, oui, ça très souvent. Ah oui, Oui. par exemple. Mais étrange, je veux dire, qui sort vraiment de l'ordinaire, presque, enfin, voire paranormal même. Oui, mais quand j'ai quitté
mes parents et que le premier travail que je faisais, j'ai massé des gens. Parce que j'arrivais à leur apporter quelque chose avec les mains. J'ai eu le directeur d'un laboratoire pharmaceutique, un vieux monsieur, qui me recevait dans son hôtel particulier. Il y avait un ascenseur qui arrivait dans sa chambre. Et donc je le massais et il allait bien. Et donc il m'a dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Il voulait m'acheter l'huile que j'utilisais. Je lui ai dit, mais c'est pas l'huile, c'est mes mains. Je veux acheter tes mains alors. Voilà. Donc oui, j'ai connu des choses comme ça. Mais je n'ai pas d'avis sur ces choses-là. Pour moi, c'est évident qu'il y a il y a bien des choses que nous ne percevons pas correctement. Voilà, ça me paraît évident tout ça. Bon. Mais je croyais qu'en fait vous alliez me poser une question plutôt au sens spirituel du terme, parce que vous avez parlé des... Oui, pourquoi pas aussi, oui, bien sûr. Notamment tout ce qui concerne les apparitions mariales, vous voyez ce que je veux dire? Les grands mystiques, par exemple. Oui. Alors, je n'ai jamais été attiré par les apparitions, les ci, les ça. J'ai rencontré des gens qui ont vu ça, mais... Ils ne vous ont pas convaincus, ils étaient de bonne foi, quand même, oui, bien sûr. Je ne mets pas en doute leurs paroles, tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ces trucs-là. D'accord. Mais j'ai suivi des études de théologie après avoir fait Sciences Po. J'ai fait de la théologie. Je croyais que j'étais marié, hein, donc je ne voulais pas être prêtre. On dit ça parce qu'il y a des gens qui ont écrit des conneries là-dessus. Mais je voulais comprendre quelque chose au-delà du visible. Voilà. Bon, puis je me suis rendu compte que au séminaire où j'ai suivi les cours, tous les autres voulaient être prêtres, mais en fait, ils voulaient avoir quelque chose à raconter aux gens, c'est tout, mais ils ne cherchaient pas à comprendre ce qu'il y avait. Bon. Donc je me suis dit que c'était pas là qui était la suite. Mais j'ai cherché ailleurs, j'ai été rencontrer le Dalai Lama, j'ai fait tous ces trucs. Bon, j'ai vu des phénomènes que je peux pas m'expliquer, mais bon, et alors, vous savez, les miracles, ça sert à rien. Hein. Donc moi, une fois que j'ai eu ça, bon, ben, ok, c'est comme ça, mais ça change rien pour moi. Bon. Par contre, j'ai eu une expérience très forte. Une expérience, je parle pas de ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vécu. Lors de la chute de Tripoli. Donc, l'OTAN a attaqué cette ville dans un carnage inimaginable. Vous savez qu'en une semaine, ils ont tué 40 000 personnes à Tripoli. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Les hélicoptères de l'OTAN descendaient dans les avenues et mitraillaient les gens, comme ça, là. Tous les gens qui étaient dehors étaient mitraillés. Donc, quand vous voyez ça, c'est terrible, c'est la mort partout. Vous n'avez que deux manières de voir les choses. Soit vous dites, les gens qui sont dans cet hélicoptère sont sous l'emprise d'une drogue quelconque, mais c'est pas possible qu'ils fassent ça consciemment. C'est pas possible. Ils tuent les gens. Ils tuent pas
Ils n'ont pas de cible particulière, c'est le peuple qui tue devant eux, comme ça, sans aucune raison. Bon. Quand je dis 40 000 victimes, c'est l'estimation de la Croix-Rouge internationale. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Bon. Si vous croyez que ces gens sont responsables de ce qu'ils font, vous n'avez plus qu'à vous tirer une balle dans la tête. Il n'y a plus aucune raison d'avoir confiance en quiconque. Et après une série de tribulations invraisemblables, où je pense que j'ai failli mourir une quarantaine de fois. Mais vous dites, mais c'est pas possible de survivre à une quarantaine de fois. Vous y étiez présent. Oui. Ouais. C'est pas possible de survivre à tant de choses. Donc j'avais le sentiment que voilà, une force faisait que je restais en vie alors que à côté de moi tout le monde mourait. Bon. Et lorsque j'ai quitté Tripoli, j'étais sur un petit bateau de pêche, que tout avait été... Bon, bref. Et pour pouvoir embarquer sur ce bateau, il fallait l'autorisation de l'OTAN, l'autorisation des frères musulmans, ou plutôt de la confrérie des Sénoussis, ça s'appelle là-bas, la confrérie des Sénoussis, l'autorisation d'Al-Qaïda et l'autorisation de... Oui, et l'autorisation du gouvernement provisoire. Donc tu sors jamais, quoi. Ben, normalement, on sort jamais, mais j'ai eu tellement de gens qui m'ont aidé, c'est inimaginable. Même l'ancien secrétaire général de l'OTAN a téléphoné pour me sauver. Bon, donc c'était pas un ami, c'était plutôt, pour moi, à mes yeux, c'était un ennemi. Mais pourtant, il a cherché à me sauver. Bon, enfin bref, c'est des histoires invraisemblables. Mais quand je suis sorti à bord de ce bateau, on était une quarantaine dans ce bateau qui était fait pour 8 hommes. Donc j'étais comme un bout de people là-dedans et on est allé à Naples. Bon. Mais quand on est sorti de Tripoli en pleine nuit, ça se battait partout. Et je sais pas, là j'ai senti que oui, une force me protégeait et que tous ces gens-là étaient en train de commettre des abominations, mais sans pour autant être des criminels, ils étaient aveugles, c'est tout. Bon. Quand on a eu cette expérience, on ne peut plus jeter je ne peux plus dire que les pires criminels sont vraiment des salauds. Je ne peux plus. Voilà. Moi, c'est la seule expérience que j'ai. Enfin, non, j'en ai d'autres, mais c'est quelque chose qui m'a transformé. Voilà. Je veux bien le croire. Ça vous arrive de faire des rêves prémonitoires Oui. Ouais, sur de ce même type-là? Non, c'est sur d'autres choses. D'autres Mais sujets? je me méfie beaucoup des rêves prémonitoires parce que on ressent des situations à l'avance, mais on ne ressent pas tout le contexte. Et donc, si on se fie à ces rêves prémonitoires, on n'a pas l'analyse correcte de la situation. Donc voilà, je n'aime pas les rêves prémonitoires, même si j'en ai. Il y en a beaucoup? Plus trop maintenant, mais j'en ai eu beaucoup. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est un peu flippant quand moi ça m'est arrivé aussi d'en avoir et Ouais. ça fait... on ne sait plus si on est dans le rêve ou dans la réalité quand on est en train de le vivre. Non, on peut savoir, mais... Ah, moi je suis retourné me coucher pour voir si je dormais vraiment. Hein. Ça allait là. Moi, ça m'a fait faire de graves erreurs. Ah oui. Donc je me méfie Oui, beaucoup sûr. de ça. Ouais. Je me méfie beaucoup de ça. Je me méfie, j'ai une très forte intuition, mais je me méfie de l'intuition. Je pense qu'elle doit être
vérifié par la raison. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. L'intuition, c'est fait pour guider la recherche, mais ça ne doit pas donner le résultat. Très très bien, oui, tout à fait d'accord. On a parlé un petit peu de théologie, etc. On va aborder la dernière question. Oui. Enfin, on va vous libérer. Oui. Imaginons que le paradis existe et que Saint-Pierre vous accueille. Qu'est-ce que vous imaginez qu'il puisse vous dire? Eh bien, je ne crois pas au paradis. Bon, alors, Non, non, ma question tombe. je crois que l'humanité évolue, que nous évoluons, que notre conscience va vers quelque chose de plus élevé, Mhm. mais je ne crois pas qu'on s'arrête à un paradis. Un paradis, qu'après c'est la fête, etc. Non, ça Ouais, je crois pas. ouais. Je pense que voilà, Il y a plusieurs niveaux, en fait, voilà. différents, où on Voilà, peut, je pense qu'on d'autres sphères. s'améliore progressivement et que Ou peut-être on a qu'on, beaucoup de travail devant nous. ou peut-être qu'on se détériore aussi. Oui, Ça va. j'ai pas l'impression Oui, c'est qu'on plus se une approche détériore. un peu bouddhiste, même, à la limite, que vous avez là, comme ça, non? Un peu hindouiste. Un peu hindouiste, oui, très bien. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Hein. Et puis, bon courage pour la suite, Mais nous sommes tous sur le même bateau. je pense. Hein. Et on va aller à Naples. On va chercher à avancer. Allez, au revoir, Thierry. Bonsoir.